Bonjour à tous, ici Aznahar et aujourd'hui je vais vous aider à préparer une histoire. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au scénario contenu dans le kit d'initiation d'Alien le jeu de rôle, à savoir le chariot des dieux. C'est un scénario assez court, je dirais qu'il est fait entre 2 et 4 heures, donc normalement faisable en une session. Et exactement comme pour un film, l'objectif de ces scénarios va être d'apporter le dénouement le plus intéressant possible, avec une progression qui ira d'abord lentement, puis, comme dans un bon film d'horreur, on va amener de plus en plus de stress, d'angoisse et de mort, jusqu'à un finish qui sera le plus approprié par rapport aux actions accomplies par vos victimes. Afin de vous aider à prendre en main ce scénario et à le préparer, je vais vous proposer ma manière d'attaquer l'ouvrage. Si cela vous convient, eh bien j'en suis ravi et j'espère que je vous aiderai. Si ma méthode ne vous convient pas, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous feriez à ma place, ou ce que vous allez faire d'ailleurs, tout simplement. Si jamais vous êtes censé jouer à ce jeu en tant que victime, je vous conseillerais vivement de déguerpir de cette série de vidéos, car cela va être du spoil à 100% et va énormément impacter le plaisir ressenti sur une partie. C'est un peu comme regarder un film dont on nous a déjà décrit chaque scène et dont on connaît déjà la fin. Il n'y a strictement aucun intérêt à aller voir ce film. C'est la même chose. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le bouquin, ce que l'on peut en tirer déjà de base juste de par son aspect, et dans les autres vidéos, j'attaquerai donc les 3 actes du scénario et comment les utiliser avec le bouquin, tout simplement. Si à un quelconque moment vous tiquez sur un point ou un autre, vous êtes libre de me le faire savoir, et sachez qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour préparer un scénario et pour le maîtriser, je ne fais que communiquer la mienne. Pour la prise en main du livre, déjà ce qui est intéressant, c'est sur les premières pages, les rappels qui sont faits, les personnages qui peuvent être joués, la notion d'objectif personnel sur laquelle je vais très vite revenir, et les PNJ qui vont être mis à disposition pour remplacer le casting principal. Les informations concernant les objectifs personnels vont être extrêmement importantes. L'objectif des victimes dans le scénario va être de survivre. Vraiment, on peut s'arrêter à ça, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Mais au-delà de ça, chaque victime va recevoir au début de chaque acte des cartes d'objectifs qui vont être secrètes. À savoir, donc en gros, c'est l'objectif de la victime. Généralement, la victime ne doit surtout pas ébruiter ce qu'elle compte faire, donc il faut vraiment tenir cette notion de secret. Vous êtes un travail d'équipe et chaque individu va avoir des projets dont il ne fera probablement pas part à ses petits camarades. Ce n'est pas un problème. C'est juste se rappeler qu'ils ont besoin les uns des autres pour survivre, mais qu'ils ont également leurs intérêts personnels. Le système d'objectifs est assez intéressant sur un point, à savoir à chaque fin d'acte, les victimes vont redonner leur carte d'objectifs toujours cachée au meneur ou à la meneuse, qui va donc mélanger ses objectifs, les regarder, et va donc distribuer des points de récit aux victimes qui auront accompli leurs objectifs. Il faut donc que la meneur et la meneuse connaissent les objectifs de chaque victime. À savoir, parmi les victimes, l'un d'entre eux aura un double rôle, le rôle d'androïde. Ce rôle est donné volontairement par le meneur ou la meneuse à une personne précise. Si vous avez un groupe avec lequel vous avez eu l'habitude de jouer, prenez une victime dont vous êtes sûr qu'elle sera à l'aise avec ce double rôle. Ou alors essayez de bousculer les habitudes d'une de vos victimes qui a tendance à être trop souvent reposée sur ses acquis. Avoir un double rôle, ça peut aussi permettre à une personne de se renouveler dans son style de jeu. Donc le bouquin va commencer tout simplement en présentant les enjeux du scénario. Ça, c'est très simple. On va avoir un petit encadré de présentation sur qui sont les victimes. Il va avoir un récapitulatif de tout ce qui est arrivé au Cronus. Donc le Cronus, c'est le vaisseau en perdition que les victimes vont devoir sauver. Avant que les victimes arrivent, avant que les PNJ n'entrent en hibernation, tout ça, il s'est passé quelque chose dans un vaisseau et tout est résumé dans un petit encadré. Et les victimes vont avoir à leur disposition un plan de leur vaisseau qui est assez limité. En fait, le Montero, donc le vaisseau des victimes, est surtout un moyen d'arriver sur les lieux, pas autre chose. C'est même, il a un protocole d'autodestruction si jamais les victimes essayent de ne pas accomplir leur mission et de s'enfuir. Donc on n'est vraiment pas sûr vous allez vous en sortir. L'équipement à disposition des victimes est indiqué également, et il relève du capitaine de distribuer cet équipement, mais bien évidemment vos victimes sont tout à fait en mesure de discuter entre elles de qui prend quoi. Par contre, il est indispensable, il faut bien noter ce point, qu'il y ait quelqu'un qui joue le capitaine du vaisseau.
tout simplement pour une question de cohérence scénaristique. Le capitaine n'est pas voué à survivre, par contre, c'est pas le personnage principal, il peut mourir au bout de 15 secondes, il n'y a pas de souci. Il y a un petit rapport sur le fait que le vaisseau transporte des marchandises de valeur, afin d'insister sur le fait que pour que vos victimes puissent avoir un espoir de gagner quelque chose de leur mission, de leur exploration, il faut qu'elles non seulement fassent le sauvetage qu'il va leur être demandé de faire sur le Cronus, mais qu'en plus elles finissent de transporter leurs marchandises. Il y a donc une présentation de l'équipage du Cronus qui est faite. Ce sont que des personnages qui peuvent être également interprétés, d'où ma réflexion sur la stupidité de ne pas donner des fiches de personnages vierges dans le kit d'initiation, puisque si les personnages meurent, il va falloir qu'ils reprennent les stats des personnages proposés dans le livret afin de pouvoir continuer à jouer. Donc moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est tout simplement d'imprimer des fiches trouvables sur internet très facilement, de manière à pouvoir renouveler le stock de personnages. Limite, soyez bourrin et préparez une fiche de personnages donc, pour chacun des personnages de base à distribuer à l'équipage, puis 2 fiches vierges à pouvoir être remplies en cours de partie à l'arrache. Les fiches sont extrêmement simples, ce qui fait qu'elles peuvent être remplies très très vite, mais pour que vos victimes puissent continuer de reprendre le jeu assez rapidement. Ensuite, le livret va fournir des plans du Cronus. Ces plans sont disponibles dès le début pour les victimes. À savoir, Moser, donc l'IA du vaisseau, va communiquer aux victimes les plans du Cronus. Ils pourront donc les avoir de déposer sur la table et je vous conseille, à titre personnel, de procéder de la manière suivante. Avoir un jeu de plans à donner à vos victimes. Les plans, ce sont des rectangles et des hexagones. Il est par conséquent très facile de les refaire à la main sur une feuille de manière à ce que vos victimes puissent facilement s'y déplacer. Je vous conseille également d'essayer de les faire assez larges pour que vous puissiez mettre des petits jetons représentant les victimes et leur localisation sur le plan. À savoir qu'il y a des petits jetons qui sont fournis dans le kit d'initiation si vous voulez vous faire une idée de l'échelle à utiliser. Vous pouvez également utiliser un tapis de jeu effaçable pour redessiner les plans dessus, mais en fait comme vos victimes ont les plans des 4 niveaux du Cronus, il est plus intéressant à mon sens de leur fournir à chacun, enfin de fournir à la table les 4 plans détaillés sur lesquels ils peuvent déjà réfléchir où ils vont aller. Il est indiqué une échelle sur le plan qui est plutôt simple, à savoir la longueur du vaisseau, sa largeur, ce qui permet de se faire une idée très rapide de l'exiguïté des lieux. On est sur quelque chose de très restreint. Ça peut être intéressant de bien le mettre en tête pour vos victimes. Il est bien évidemment tout à fait possible de jouer sans plan. À titre personnel, je conseillerais de faire usage des plans pour déjà, d'une part, vous orienter et ne pas perdre vos victimes. De plus, ça vous permet de faire donc 2 tableaux, c'est pour ça que je vous dis de les préparer en 2 fois, c'est-à-dire d'avoir le tableau qu'auront les victimes devant elles, donc il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, j'ai entendu du bruit à ce niveau-là, j'ai vu tout ça, donc elles auront ces indications-là. Et vous, de votre côté, peut-être sur des plans faits plus petits, déplacer des tout petits jetons qui vont représenter tout simplement les déplacements des néomorphes, des PNJ et des victimes, de manière à ne pas perdre le fil de ce que vous êtes en train de raconter et de ne pas improviser des rencontres parce que ça vous arrange, mais uniquement de suivre le film tout simplement. Après les plans, donc on a description pièce par pièce de ce qu'il y a dans les plans, en toute logique, mais bien sûr vos victimes vont probablement pas suivre le fil logique, les plans vont être explorés au fil des actes. C'est-à-dire dans le premier acte, on réanime l'équipage, on redémarre le vaisseau, dans le deuxième acte, on commence à explorer le vaisseau, et dans le troisième acte, c'est la panique, on se barre. Normalement, le premier acte se passe sur le pont A, puis ça va sur les ponts B, C, D, en fonction de ce que veulent faire les victimes. Mais il y a de fortes probabilités qu'ils commencent à explorer avant d'avoir ranimé l'équipage. Il n'y a pas de souci, il y a déjà les éléments qui sont décrits de ce que l'on peut y trouver, et cela peut être un accélérateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être trouver un énorme monstre avant de voir la naissance des petits. C'est une possibilité que vous pouvez mettre en place. Il y a un rappel qui est assez intéressant avant la description des actes, qui est de ne pas se précipiter. Nous sommes dans une réinterprétation du film d'horreur spatiale. La mise en place doit être lente. Il faut que les victimes aient peur avant de voir l'horreur. Pas qu'elles voient l'horreur et que ce soit ça qui provoque la peur. Il faut créer l'atmosphère d'angoisse
avant de mettre la menace. À mon sens. C'est comme ça que moi je l'interprète. À titre personnel, la manière dont je préfère maîtriser ce genre d'histoire, c'est donc de faire une situation inquiétante, effrayante. Il voit des choses traumatisantes potentiellement, mais pas de monstres, pas d'horreur. L'horreur doit venir à partir du moment où il y a quelqu'un qui atteint 2 voire 3 de stress, et là on va rajouter une couche supplémentaire. Là ils vont déjà être en situation de paniquer, là c'est intéressant de foutre le bordel. C'est mon point de vue, vous êtes tout à fait libre de jouer ça autrement, mais il est également bien indiqué dans le kit de base de penser d'abord à mettre en place une ambiance, un rythme lent, un long déroulement, pour en fait avoir le sentiment d'accélération et de précipitation qui va apparaître au fil de l'histoire. Personnellement, c'est ça que je vous conseillerais de faire, c'est-à-dire qu'au début, ils ont du temps, et après, ils n'ont plus le temps de rien. C'est quand ils vont explorer, ils n'ont pas le temps de fouiller. C'est on va là, on fait ça, on prend ça, on se barre, vas-y, y a pas le temps, on court, y a un flingue, ramasse-le, y a pas de balles, trouve des balles. Il faut vraiment réussir à mettre ça en scène, le côté... Tout va se précipiter d'un seul coup. La dernière heure de jeu va être palpitante, le reste va être lancinant. Avec des brèves actions explosives mais très courtes. Il faut que le reste très lent. Une fois de plus, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que ça. Le scénario va ensuite vous proposer, donc après vous avoir décrit étage par étage, pièce par pièce ce qu'il y a dans le vaisseau, il va vous présenter les arcs narratifs du film. Donc à savoir un découpage en 3 actes. Un premier acte d'exploration, plutôt posé, presque sans menace. C'est là qu'on fait grandir l'angoisse. Il y a des choses qui ne vont pas, et la conclusion de l'acte de départ, c'est justement la première horreur qui apparaît. Donc il faut déjà avoir réussi à faire monter l'angoisse avant de faire apparaître la première horreur. C'est comme ça que moi, je le ferai. Il y a une description d'ailleurs qui est assez intéressante de la naissance de la première horreur. C'est mignon. L'acte 2 va être en gros là où toute la merde se passe. C'est les tensions entre les équipages, les tentatives de corruption, la violence, les mensonges, le complot. On n'a pas le choix de les sauver, mais c'est le bordel. En gros, c'est l'acte chaotique du film, là où il y a la panique, tout ça. Donc exactement comme dans un film d'horreur, non seulement c'est la merde, mais en plus à côté de ça, il y a l'égoïsme humain primaire qui va en plus rajouter des complications. L'acte 3 va avoir une durée variable selon 2 choses. D'une part, le temps, la limite de temps de jeu que vous vous êtes fixé, et d'autre part, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a autour de la table au niveau de vos joueurs. Si vous voyez qu'ils veulent encore en découdre, vous pouvez rajouter. Si vous voyez que là c'est bon, faut finir, vous pouvez abréger. Les options, il y a tout un tas d'options, de choses à rajouter sur le 3e acte. Le 3e acte, ça peut être une bête conclusion de bon bah vous courez jusqu'à la porte et c'est terminé pour les 2 survivants, ou ça peut être au contraire le festival de la tripaille si jamais ça veut continuer. Il faut vraiment savoir que ce 3e acte a une géométrie variable, je dirais qu'il peut faire entre 10 minutes et 2 heures. Pour vous donner une idée de la géométrie variable, c'est-à-dire ils en ont pris plein la gueule, tout le monde est un peu fatigué, on va terminer tranquillement avec les quelques personnes qui ont survécu, on va mettre une dernière course-poursuite ou un truc comme ça et puis on arrête. Ou alors, on continue et puis on va jusqu'au bout avec les dernières tentatives de corruption, la fuite, la baston, des trucs comme ça. Et enfin, on va pouvoir finir l'histoire tranquillement. Le bouquin ensuite va présenter donc les règles qui concernent les horreurs présentes dans le vaisseau, ce qui relève du xénomorphe. Dans ce scénario-là, il n'y a pas de xénomorphe à proprement parler, il y a des néomorphes, qui sont déjà extrêmement létaux. À savoir, il y aura 2 catégories de monstres, donc ce que l'on va appeler les bloodbusters, qui peuvent déjà tuer potentiellement des victimes, et les néomorphes, jeunes et adultes, qui vont être extrêmement létaux. Vous avez également la description donc, des abominations. À bord du Cronus, il y a un sérum qui a été fait pour éviter la contamination par les spores des néomorphes, et bien sûr, ce sérum a un risque de transformer en abomination les personnes qui se sont injectées le vaccin. Ce qui se passera en fait, c'est qu'une personne infectée par le sérum va dans un premier temps avoir un comportement qui va changer, puis devenir de plus en plus agressif, puis avoir une transformation physique directe qui va les transformer en monstres, créatures violentes, agressives, jusqu'à finalement avoir une tête de beluga, donc avec le crâne qui se distord. Et bien sûr, quand on est face aux abominations de stade supérieur, elles deviennent ultra violentes, ultra bourrines, et il faut les tuer, il n'y a plus d'option. Il y a également une dernière page qui est consacrée tout simplement au talent des personnages secondaires qui peuvent être pris en main par vos victimes en cas de besoin. Ce que je pense de ce scénario, un meneur ou une meneuse qui débuterait dans la maîtrise va facilement pouvoir construire un fil rouge et s'y tenir.
Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'en fait, on écrit le scénario du film, et on va regarder comment les acteurs vont se débrouiller dedans, mais la merde est déjà écrite en fait. Il n'y a pas besoin de retoucher, on sait ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont trouver, tout ça. On va choisir en fait, on va piocher dans les événements des différents actes, ceux que l'on va mettre à coup sûr, et on évite d'improviser en fait. On peut s'écrire un scénario dans lequel on n'improvise pas, c'est-à-dire qu'on prévoit chaque acte, et il va juste y avoir des réactions différentes en fonction de ce que font les victimes, mais on n'improvise pas. Il est également possible pour un meneur ou une meneuse plus expérimenté, alors déjà de retenir tous les événements optionnels proposés par chaque acte, et de les utiliser en fonction du moment. C'est-à-dire, je sais exactement tout ce qui peut se passer, et bah là, ça manque de tension, on va rajouter un truc, là il y a besoin d'un monstre, là il y a besoin du druide, là il y a besoin de l'androïde, là il y a besoin de machin et tout, et je m'autorise l'improvisation. C'est une possibilité offerte par le bouquin. De même, il y a la conclusion qui peut être à géométrie variable pour un MJ plus expérimenté. Pour un MJ très à l'aise dans ses bottes, bon bah déjà, il y a tout ça, c'est de la bonne source d'inspiration, il y a tout le fluff, toutes les descriptions qui peuvent être également exploitées pour rajouter des trucs ou même pour changer l'histoire. Là, il y a tout ce qu'il faut, puisqu'en fait, il s'agit d'un huis clos dans un vaisseau, que vous avez la description complète du vaisseau et que vous pouvez vous arrêter à ça pour faire un scénario d'horreur. Un MJ expérimenté, en fait, n'a pas besoin de la description en acte. C'est quelque chose qu'il sait déjà faire, la construction en acte. Mais un MJ qui n'a pas cette expérience aura l'appui de la construction par acte pour pouvoir écrire une histoire cohérente et la faire jouer de manière tranquille. Quelqu'un de débutant aura aucun mal à prendre en main ce scénario à une seule et unique condition, c'est que cette personne sache comment se déroule un film d'horreur. Enfin, d'horreur spatiale, c'est très particulier. Avoir vu les films aliens peut être une bonne base, hein, évidemment. Avoir le film Près du Soleil à Sunshine ou un truc comme ça qui va aussi avoir cette horreur grandissante au fur et à mesure. Avoir vu des films qui vont avoir pour objectif de confronter des gens normaux à une horreur contre laquelle ils ne peuvent pas s'opposer. Le principe d'Alien, c'est qu'on ne peut rien contre les aliens, même si on en tue un, de toute façon, ça ne change pas grand-chose au final, ça nous assure à nous une survie, mais dans l'absolu, ça reste une espèce de saloperie. Les points qui sont également intéressants dans le bouquin, ce sont les encadrés d'ambiance et de description et de rappel. Donc comme l'encadré, pas de précipitation, il y a un anglais sur l'atmosphère à entretenir dans le vaisseau, à savoir c'est glacial, c'est sombre. Il faut vraiment insister en fait sur des points de malaise. En gros, on essaie de créer du malaise. C'est ça l'horreur aussi, c'est qu'on va essayer de générer du malaise, du stress, un environnement qui est hostile de base, qui fait que les victimes vont prendre des décisions instinctives, primales, basées sur leur survie et leurs envies, plus qu'autre chose. Moi, mes conseils sur l'approche de ce livre, d'une part, première étape, se faire des copies des plans, que ce soit fait à la main ou sur Paint ou que sais-je. C'est assez simple à faire et on prévoit 2 jeux, un jeu pour mener et un jeu pour les victimes. Je vais également donc vous conseiller d'imprimer des fiches de personnages pour pouvoir créer des persos secondaires rapidement. Et je vais vous conseiller, avant de jouer, pas besoin de l'apprendre par cœur, mais vraiment la veille de la partie par exemple, relire tout ce qu'il y a sur chaque pont. Pas de l'apprendre par cœur, mais être capable quand même de situer les choses. On va être clair, ça fait même pas 10 pages. 10 pages à lire qui vont être assez aérées et qui vont donc vous permettre d'avoir les points importants à retenir sur où que c'est qu'il y a quoi. Moi, ce serait mon conseil pour la prise en main de cette chose. Et après, vraiment être honnête avec votre niveau de maîtrise. Si vous n'êtes pas à l'aise pour écrire vous-même votre histoire, pour improviser tout ça, suivez la progression par acte. Elle est très bien faite. Vraiment, j'insiste, elle est bien faite. Pas la peine de chercher le plus complexe. Ce qui est proposé là, c'est cool. Si jamais vous voulez improviser, retenez les différents événements existants. Vous pouvez même vous préparer des petites cartes d'événements et puis les tirer au fur et à mesure de la partie. Hein. Dire, ah bon tiens, il va se passer, ça, pof. Vous avez le droit de vous le faire. Ça, c'est pour un MJ plus expérimenté, il peut se permettre de faire ça. Pour un MJ débutant, j'insiste, choisir d'emblée, quand vous écrivez, quand vous préparez la partie, vous dites bah là je vais utiliser ces événements-là qui sont optionnels pour créer mon ambiance, mon atmosphère d'horreur. Et pour la conclusion, pareil, ça peut être fait sur l'instinct par un MJ expérimenté ou au contraire être préparé en amont par un MJ débutant pour être sûr de ne pas se perdre. Ce que j'entends par la grosse distinction entre MJ débutant et MJ expérimenté, passer à un certain stade, même sur un scénario 100% écrit, un meneur ou une meneuse expérimentée va se laisser emporter parce que vont dire les victimes sur la table et improviser des petits trucs à côté. Un MJ débutant qui n'est pas à l'aise avec ça, peut se contenter de suivre ces lignes directives et ne devrait pas proposer quelque chose de mauvais, de moins bien, juste quelque chose de plus linéaire, mais c'est pas grave, on joue dans un film d'horreur, c'est pas grave si c'est linéaire.
c'est fait pour, vous êtes enfermé dans un vaisseau, de toute façon vous pouvez pas aller partout, donc c'est bien pour apprendre la maîtrise du milieu fermé. Mais par contre, il y a une quantité très riche d'événements à improviser qui va permettre à quelqu'un de plus expérimenté ou à quelqu'un de débutant mais curieux de s'essayer à tout un tas de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Ma conclusion sur le bouquin, c'est qu'il est facile à prendre en main, de mon point de vue, mais maintenant, ça fait très longtemps que je maîtrise. Aussi, si vous êtes meneur ou meneuse débutante ou moins expérimenté que 20 ans de maîtrise pour ma part, et que vous avez un avis à me donner sur le livre, notamment me confirmer s'il est facile ou pas à prendre en main, je serais très curieux, donc n'hésitez surtout pas à l'indiquer dans les commentaires afin que je puisse réviser mon jugement si j'étais à côté de la plaque. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment... Le bouquin est facile à prendre en main. Je dis pas que la maîtrise est facile à prendre en main, je ne dis pas qu'il va être facile de maîtriser cette histoire, je dis que la lecture du livre et voir ce qu'on peut en extraire est assez évident. On verra ça dans la description des actes, mais à mon avis, vous devriez réussir à quelque chose assez facilement. Mon avis sur l'histoire qui est proposée, c'est que c'est simple mais efficace. Et en plus qu'il est possible de rejouer assez facilement en tant que meneur ou meneuse ce jeu et de ne pas faire la même partie, puisqu'il est possible de sélectionner des événements à faire apparaître en cours de partie. Donc ça, c'est un énorme point positif. Et pour les victimes, par contre, on ne fait le scénario qu'une seule fois, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, évidemment, c'est toujours la même chose en tant que meneur ou meneuse. On va pouvoir faire jouer 15 fois la même histoire, mais par contre, il faudra à chaque fois que ce soit des personnes différentes. Hein, ça, c'est logique. L'acte 1 avec les outils qui sont fournis par le livre. Une fois de plus, pour cette histoire, ce dont vous avez besoin est parfaitement bien fourni par le livret et quasiment pas besoin d'y retoucher. Ils ont fait ça bien et intelligemment. Ce dont vous avez besoin pour l'acte 1, ça va être les plans du vaisseau qui sont présents dans le bouquin. Il faut que vous preniez connaissance des membres de l'équipage du vaisseau qui sont cryogénisés mais qui vont se réveiller pendant l'acte 1 justement, donc il faut déjà les connaître dès le début. Il faut savoir qui c'est. Et commencer à réfléchir à comment les interpréter chacun différemment. Des petits tics de déplacement, tout ça. Ce que je vous conseillerais également, donc, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance du pont A du vaisseau, qui va être le pont principal sur lequel vont se déclencher les événements. Mais voilà, je préfère vous prévenir, je vais être clair, il y a des bonnes chances que vos victimes explorent tout le vaisseau avant de commencer à faire quoi que ce soit. Par conséquent, essayez quand même de savoir à peu près où c'est qu'il y a quoi. Sachez que si vous ne voulez pas que vos victimes se dispersent, vous pouvez leur mettre des obstacles sous forme de monstres, sous forme de problèmes, d'avaries, sous forme d'intervention de la part de Moser. Vous avez tout un tas d'options, ça va être à vous de les exploiter de manière intelligente. Vous pouvez garder un contrôle assez élevé sur le rythme auquel le vaisseau va être exploré. Ça peut avoir son importance pour vous, potentiellement. L'acte 1, intitulé Boîte de Pandore, parce que bon, on va pas faire trop original, va partir du principe très simple qui est le suivant. Un équipage de gens qui n'avaient strictement rien demandé et obligés par leurs ordres corporatistes d'aller aider un vaisseau en perdition. En arrivant sur le vaisseau en perdition, il va y avoir une succession d'emmerdes qui n'auraient jamais dû venir ici. Hein. C'est un peu l'idée de vous n'auriez jamais dû ouvrir cette boîte. Donc d'où le titre Boîte de Pandore, ils ne sont pas foulés. Et bien évidemment, tout va s'enchaîner en allant de mal en pis, jusqu'à l'apothéose de l'acte 1, qui est tout simplement la révélation d'une première créature extraterrestre vivante et active. À mon sens, et là vous êtes tout à fait dans la possibilité de ne pas du tout suivre cet avis-là, mais à mon sens, il ne faut pas montrer de néomorphes avant cet événement. Je vais revenir après dessus, mais pour moi, tant que l'acte 1 n'est pas terminé, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on peut comprendre qu'il y a eu une attaque par une créature étrange, on peut avoir toutes ces informations-là, mais pour moi, le monstre, il doit apparaître à la fin de l'acte 1 et la prise de conscience que le problème est toujours dans le vaisseau. En fait, il faut que les victimes se mettent en tête qu'elles se sont enfermées avec le monstre. Et pour moi, l'acte 1 se termine au moment un peu le tin-tin-tin. Il est là. Donc, acte 1, comment ça va se dérouler? Donc, dans un premier temps, les victimes sont tirées de leur cryogénie par Moser. Donc, eux, ils commencent à s'activer, à faire leur journée, tourner les diagnostics, voir si tout va bien et tout. Et ils se préparent en fait à faire leur taf. Leur taf, ils vont livrer une cargaison. C'est ça, eux, leur taf, leur mission. Les informations qu'ils ont au départ, c'est vous êtes des convoyeurs de l'espace, vous allez sur une planète pour livrer une cargaison. Simple.
Voilà, ils ont ça comme info de base. Vous avez été mis en sommeil cryogénique le temps du voyage pour que vous puissiez pas vieillir bêtement, enfin pas perdre des années de vie pendant la livraison. Vous êtes arrivé à bon port, vous allez devoir effectuer la transaction, et là il va y avoir un premier problème. Problème très simple. Donc le protocole de base pour faire une livraison, c'est d'envoyer un message à la planète en disant bon bah voilà, on arrive avec la cargaison, c'est tel vaisseau, nanana, où est-ce qu'on peut aller atterrir? Bon bah eux ils ont fait ça, pas de réponse. Ce qui est plutôt bizarre en fait, parce qu'une planète qui reçoit un message d'un vaisseau, au pire elle va dire ouais désolé les gars, mais en fait on a plus besoin de dégager, mais elle va répondre en fait, elle va pas laisser un vaisseau dans le flou. Là, pas de réponse. Du coup le vaisseau, l'équipage va commencer à se renseigner, à enquêter, qu'est-ce qui se passe, ils vont utiliser les détecteurs, ce genre de choses, et ils vont se rendre compte d'un premier problème très intéressant, à savoir, ils sont pas du tout à portée de Sutter, ils sont pas arrivés à destination, leur vaisseau s'est arrêté pour autre chose. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont commencer à demander à Moser qu'est-ce qui se passe. Là, il y a deux possibilités. Donc soit l'équipage a réussi à constater le problème et par conséquent va aller interroger d'emblée Moser sur c'est quoi le problème. Deuxièmement, l'équipage n'a pas été hyper performant, donc ne comprend pas ce qui se passe et est dans le flou, donc puisqu'il y a un test à faire, il y a un test de Comtech. Dans tous les cas, Moser va demander à s'entretenir avec le capitaine du vaisseau. Pendant l'entretien avec le capitaine, Moser va expliquer qu'il y a une navette en perdition, qu'elle a donc dû interrompre la mission temporairement, afin de permettre le sauvetage d'un vaisseau appartenant à la même compagnie. Ça va être au capitaine d'expliquer que les ordres, c'est les ordres, qu'il y a un vaisseau qu'il faut aller aider, et qu'il n'y aura aucune récompense, paiement, salaire possible tant que le vaisseau n'aura pas été secouru. Et donc là, on va commencer avec les premiers événements non obligatoires. Par exemple, là, il est possible, si vous souhaitez créer un événement de tension, il est déjà proposé en fait d'un risque de collision entre votre vaisseau et le vaisseau en perdition. Alors, à titre personnel, je trouve ça un peu con, c'est-à-dire que bon, dans l'espace, c'est tellement grand que la probabilité que deux trucs se percutent, même s'ils sont garés pas loin, elle est ultra faible. Mais néanmoins, si vous voyez que c'est un peu mou tout ça, et que l'équipage n'a pas l'air de prendre très au sérieux ce qui se passe, vous pouvez leur faire déclencher une alerte de la part de Moser, et si un test de pilotage est raté, bim, collision, 18 heures aux arrêts, avec le vaisseau qui est juste à côté, allez les gars, faut réparer tout ça, et faut aller après se bouger le cul. Mais si les victimes, au contraire, ont l'air d'emblée d'être là, dire, bon bah, s'il faut le faire, on le fait, hein, voilà, c'est parti, on y va. Pas besoin de faire cet événement-là, puisque, en fait, c'est un événement pour créer de la tension. Si là les victimes sont au contraire très sereines face au problème, tant mieux. Elles y vont gaiement, c'est encore mieux. C'est mieux quand tu rentrons dans la bouche des enfers, les mains dans la main. Voilà, il y a un peu ça. Quand le Cronus est trouvé, donc que ce soit parce qu'ils ont accepté la mission, qu'ils ont utilisé leur ascenseur et qu'ils ont trouvé le vaisseau, ou parce qu'ils ont failli se percuter dedans, une fois que le vaisseau est trouvé, Moser va fournir une analyse de l'USCSS Cronus et va donner le protocole à suivre dans ce genre de situation. Les informations que va donner Moser vont être très pratiques. Donc il y a les plans du Cronus. Donc c'est à ce moment-là, si vous les avez préparés, comme je vous conseille de le faire, que vous les distribuez à votre table. Et il y a également les ordres, le protocole de la Weyland Yutani Company à suivre obligatoirement, c'est-à-dire pour pouvoir, si les victimes espèrent avoir leur salaire, elles sont obligées de faire ça, elles n'ont pas le choix. Autrement, c'est suppression de paye directement, voilà, terminé. Et au passage, c'est pas d'histoire. Donc, mais ça, c'est pas grave, hein, c'est un happy end. Ils sont vivants, voilà, salut, ils sont partis. Donc, le protocole à suivre est très simple. Il y a un ordre de priorité qui est 1, 2, 3. Primo, il faut récupérer le maximum de données et d'échantillons scientifiques. C'est l'ordre de la Weyland. La priorité absolue de l'équipage, ça va être ça. Deuxième priorité, escorter l'épave soit à Anchor Head, soit à une usine de la compagnie qui serait proche. Donc ça, en gros, c'est expliquer aux victimes qu'elles vont devoir remettre en marche le Cronus et l'orienter ou alors le tracter avant de pouvoir trouver une solution pour ça. Et enfin, s'il y a le temps, sauver les membres de l'équipage de l'épave, ça peut être pas mal aussi. L'équipage va très probablement faire ce qui est demandé en tant que bonne victime, mais va peut-être pas le faire dans cet ordre-là. Peut-être qu'ils vont prioriser par exemple le fait de sauver d'autres humains parce que, en fait, ils aimeraient qu'on fasse ça pour eux, ce serait logique. Dans tous les cas, Moser va fournir les plans aux victimes. Donc, si vous ne souhaitez pas les imprimer ou les photocopier ou en faire à la main ou que sais-je, ayez en tête que vos victimes ont les plans et qu'il faut être sûr que vos victimes ont en tête le fait qu'elles ont les plans à leur disposition.
Donc ensuite, il y a toute une manœuvre à faire pour pouvoir s'amarrer au Cronus. La manœuvre est pas bien compliquée, mais il faut la faire. Et bien sûr, elle va présenter une faille intéressante. Elle ne peut être amarrée que d'une seule manière. Il y a un très long couloir de 10 mètres. C'est colossal 10 mètres quand on est poursuivi par un néomorphe à franchir pour pouvoir atteindre le sas d'un vaisseau. Entre le Montero et le Cronus, il y aura ce sas de 10 mètres à franchir en courant, précipité si on est poursuivi. Ça peut être intéressant. Ça peut faire une scène de fin sympa avec un dernier membre d'équipage qui est à la traîne, qui se fait rattraper par le monstre et l'autre qui ferme la porte. Désolé. Et puis la dernière chose qu'on voit, c'est une éclaboussure de sang sur une vitre pendant que le vaisseau se détache du sas. Puis le néomorphe qui flotte. Voilà, ça va être une fin. Donc ça fait partie des scènes obligatoires. En scènes qui vont être obligatoires, donc là, à partir de là, vous allez basculer sur la description du pont. Et il va y avoir en scène obligatoire 3 autres événements dans l'acte 1, à savoir le réveil de Maman 2000, enfin de Mother 2000, donc l'IA du vaisseau Cronus, qui va se réactiver. Quand l'IA se réactive, elle réallume le vaisseau, elle va donc par conséquent réactiver les filtres, enfin va réactiver le recycleur d'air, elle va réactiver les pompes à chaleur et elle va réactiver les lumières. Donc en fait on va commencer à y voir, à avoir chaud, mais par contre l'air reste difficilement respirable et est potentiellement contaminé. Une fois que les signaux vitaux du vaisseau sont remis, l'équipage du vaisseau va être réanimé petit à petit. Et le dernier événement obligatoire de l'acte 1, c'est quand les PJ rencontrent donc les membres d'équipage du Cronus. Peut-être qu'ils vont réussir à les remettre d'aplomb. Mais au-delà de ça, le docteur Cooper, donc qui est un membre d'équipage du Cronus. Alors, donc, le docteur Cooper, il a un néomorphe qui grandit dans son corps. Ça va être une scène assez dégueulasse qui peut être décrite en utilisant la description qui est faite dans un encadré exprès, avec des yeux qui giclent, une gorge qui s'ouvre, des hurlements, tout ça. Enfin bref, elle est sympa la scène, et elle permet de bien mettre en ambiance l'horreur de l'apparition d'un néomorphe qui, pour moi, qui doit être la première rencontre avec les Xenos de vos victimes. Cependant, l'acte 1 va proposer plusieurs événements à implémenter. Donc au-delà de ce que vous, en tant que personne, vous pouvez penser, imaginer et ajouter, l'acte 1 va proposer déjà des événements à ajouter pour créer de la tension, ajouter de l'ambiance, des petites scènes à placer. Ici ou là, vous les placez où vous voulez, il n'y a pas de géolocalisation précise. Ce que va proposer l'acte 1 en optionnel, donc il y a la notion d'un signal qui est détecté, furtif, qui peut être redétecté une fois à bord du vaisseau des victimes et une fois à bord du Cronus. Et ça commence à être bizarre, ça fait 2 fois qu'on capte un signal mais qui n'existe pas. En fait, ça c'est si on souhaite faire intervenir le 3e vaisseau qui comporte un groupe venant d'une compagnie rivale. Je pense qu'il faut réfléchir ça en amont, c'est-à-dire est-ce qu'on va ajouter ce 3e vaisseau de compagnie rivale ou pas. Vaut mieux y réfléchir avant la partie. Si vous comptez faire une partie de 2 heures, je vous conseille de complètement skipper ce truc-là, ça rajoute beaucoup de complexité. Plus il y a de personnages, plus c'est long. Jouer un personnage, ça fait perdre du temps. Donc si vous comptez jouer que 2 heures, retirez d'emblée ce 3e vaisseau. C'est mon conseil. Ensuite, il y a des scènes plus ou moins stressantes. Donc on va en avoir des très intéressantes, notamment la première qui est proposée dans le genre, c'est l'homme sans tête, donc un homme décapité par un énorme coup de fusil, qui est retrouvé dans un couloir, donc avec du sang partout. Et en fait, c'est quelqu'un qui était infecté et qui s'est suicidé. Et donc, le fait de trouver un homme qui s'est décapité avec son fusil à pompe fait monter le niveau de stress du groupe. C'est clairement un suicide. Ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre dans une zone où il va y avoir quelque chose d'étrange. Par exemple, à côté des ascenseurs où il y a eu l'explosion. Que le film que puissent se faire les victimes, ce serait, attends, il a fait péter l'ascenseur et après il s'est suicidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En gros, mettre cet individu dans une zone qui va créer de la question et donc de la tension. Et au passage, par contre, ça donne une arme en plus à l'équipage et un chargeur de plus. Donc, ça peut être une option si en plus on prévoit de rajouter de la violence par la suite. Il y a également la possibilité de détecter une présence en utilisant le détecteur de mouvement. En essayant de remonter le signal, les victimes vont s'en rapprocher puis le signal va disparaître, ce qui va faire monter le niveau de stress. Et vous pouvez rattacher ce signal soit à Ava, donc l'androïde du vaisseau, soit à un néomorphe. Et donc... on monte le niveau de violence. En tout cas, à partir du moment où vous mettez ce signal, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en vie qui se déplace dans le vaisseau. Ne l'oubliez pas.
Il y a Là, on part sur du fusil de Tchekhov. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis un truc qui se déplace dans le vaisseau. Par conséquent, il faut qu'il revienne à un moment donné, dans un moment de tension, d'inattention. Dans un moment inattendu, il faut que ce truc surgisse, en positif ou en négatif. Mais il faut que ça surgisse. C'est comme ça. Il est également possible de trouver des poches d'œufs. Donc les poches d'œufs des néomorphes, si on les triture, elles explosent et elles dispersent des spores. Tant que les victimes ont leur combinaison, elles n'ont rien à craindre des spores. Mais néanmoins, ça reste un danger sur le temps, puisque ça va flotter dans l'air. Il est également possible de prendre un échantillon pour les étudier, comprendre ce que c'est, et du coup savoir ce qu'il faut faire. La solution va être assez simple à obtenir, il faut les brûler pour retirer tout risque de contamination. Voilà. Il propose un événement, moi, que j'aime pas dans l'acte 1, mais par contre qui peut tout à fait être utilisé dans l'acte 2 ou 3, c'est qu'il y ait un néomorphe adulte qui était en hibernation, qui se réveille parce que les victimes sont présentes dans le vaisseau et qu'elle les a senties. Et par conséquent, elle va s'activer et commencer à se déplacer. Ça peut être un gimmick récurrent avec les détecteurs de mouvement, il y a des mouvements au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. En fait, le monstre, il s'approche jamais, mais il circule autour d'eux. Ce qui va créer de la tension et donner l'impression d'être suivi en permanence, mais il faut pas être trop lourd là-dessus si vous le faites. C'est-à-dire, il faut le faire une fois ou deux. C'est-à-dire, ils vont se déplacer avec le détecteur de mouvement en permanence, ils vont quasiment jamais rien détecter, mais une fois ou deux, ils vont avoir un petit déplacement bizarre. Et à un moment donné, la personne qui a le détecteur, elle va être toute seule et elle va détecter du déplacement dans sa pièce. Parce que le néomorphe, il sera seul avec elle, comme tout bon monstre qui se respecte. Et ça, en acte 2, ça peut être génial. Le bip, c'était dans sa pièce, plus de signal. Panique. Où est la créature? Et si le test d'observation est raté, bien sûr, on n'en parle plus. Enfin, si les victimes décident de ne pas aider le Cronus et tentent de partir, Mother déclenche son protocole d'autodestruction qui est décrit dans l'acte 2. Donc j'en parlerai la prochaine fois. La manière dont moi je le vois, c'est que là on a vraiment du matériel pour mettre en place des choses. Donc le signal récurrent qui indique qu'il y a quelque chose, qu'il y a un vaisseau qui indique qu'il y a quelque chose qui se déplace autour du vaisseau, mais qui se déplace de manière furtive, du coup on n'arrive pas à obtenir de signal net. C'est comme si c'était une erreur, mais il y a quelque chose. Parce que une fois, c'est peut-être une erreur, deux fois, sur deux vaisseaux différents, il se passe quelque chose. La détection de mouvement qui se répète encore et encore, ça peut être aussi créateur de tension. Et ça peut créer de la tension inutilement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer une panique totale et puis en fait, ils vont se retrouver face à Ava. Voilà, c'est une possibilité. Pour moi, là, il y a des armes pour créer de la tension. Et votre objectif, ça va être d'être le plus efficace possible par rapport au mode de narration que vous avez choisi. À savoir, donc c'est ce que vous allez partir sur une courte session ou une longue session. Plus la session est longue, plus vous allez tirer sur la corde. C'est-à-dire, vous allez mettre plusieurs éléments de tension et choisir celui sur lequel les victimes accrochent le plus pour leur faire peur. Ou au contraire, celui qu'elles vont oublier. L'un ou l'autre. Voilà, donc pour moi cet acte 1, ce qui est très intéressant, c'est déjà de laisser de la liberté d'exploration, mais pas trop aux victimes. Mon conseil, c'est de leur faire comprendre que leur priorité, ça va être de sauver l'équipage du Cronus. Donc, pour ce faire, vous pouvez insister sur le fait que l'air, il est vraiment difficilement respirable, que ce serait bien, parce qu'en fait là, il est peut-être même vicié, il faudrait peut-être s'assurer qu'il soit filtré, et par conséquent, amener les victimes à réparer les filtres d'air afin que quand le reste de l'équipage va sortir d'hibernation, ils soient en mesure de respirer. De plus, les réserves d'oxygène des combinaisons commencent à s'affaiblir. Filtrer l'air, ça pourrait être pas mal. Grosso modo, en fait, leur donner un sentiment d'urgence pour essayer de les garder dans le premier niveau. Néanmoins, si quelqu'un décide à explorer un peu, c'est possible. C'est déconseillé, vous pouvez en profiter. Hein. Si vous aviez décidé de mettre un néomorphe qui se balade dans les couloirs et qui commence à se disperser un peu tous, tuez-en un. Dès l'acte 1, pas grave. Après, ce qui est important, c'est que la table ne sache pas que ça existe. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si jamais il y en a un qui s'isole et que ça vous gonfle, ou que vous trouvez que c'est le bon moment pour tuer quelqu'un, que là en plus la scène est cool, vous prenez la personne en aparté et vous lui faites faire la rencontre avec le néomorphe en aparté. Si votre victime survit, arrive à tuer la créature, ou à la repousser, ou arrive à s'enfuir, ou quoi que ce soit, et ben elle va pouvoir revenir avec une histoire intéressante à raconter à ses camarades. Et si elle meurt, ce qui va être intéressant, c'est que Mother va signaler que les signaux vitaux de machin ont disparu. Les autres vont aller voir là où ça a disparu et constater qu'il a été, par exemple, empalé. Ce qui va créer de la tension, tout de suite. Pour moi, je pense qu'il faut essayer de concentrer
l'acte 1 dans le pont A, mais ne pas priver les joueurs d'une exploration. En fait, ça va vraiment dépendre du rythme que vous voulez mettre et de la direction prise par les victimes, mais s'ils partent en mode exploration totale avant de faire quoi que ce soit, commencez à leur couper les réserves d'oxygène et tout pour qu'ils accélèrent et qu'ils aient pas le temps de tout voir. En gros, faut pas qu'ils aient le temps de tout voir, c'est surtout ça l'idée. Faut pas qu'ils voient tout, faut qu'ils soient ramenés rapidement à se dire faut qu'on réactive les filtres à air et que ça déclenche le reste de l'histoire. Mais s'ils veulent explorer un peu, laissez-leur un petit peu de temps d'exploration. Si votre séance ça dure 4 heures, vous pouvez leur laisser une demi-heure de vagabondage et pas de soucis. Donc dans l'exploration de l'acte 1, donc déjà il va y avoir la porte du sas qui va être donc la porte d'entrée du vaisseau qui est défoncée de l'intérieur, ce qui est pas rassurant. Le fait que des salles vont être inaccessibles tant qu'on n'a pas les codes d'accès à fournir à Mother. Donc il faut des clés d'accès ou des codes. Il y a le puits de purification d'air qui va être difficile à réparer, mais tant qu'il n'est pas réparé, bah, c'est la merde. Sur les filtres à nettoyer, de mettre des poches d'œufs de néomorphes sur les filtres qui les occultent, et donc le fait qu'il faut nettoyer les filtres, bah, en faisant ça, les personnes qui nettoient les filtres, si elles n'ont plus leur combinaison spatiale, vont être automatiquement contaminées et devenir potentiellement l'un ou l'autre des horreurs de ce vaisseau. Ce qui peut être intéressant également, ça va être de mettre en avant la vieillesse de la chose. Ça peut permettre de faire baisser un peu le niveau de méfiance de votre groupe. Donc, à savoir, ils vont trouver dans les capsules cryogéniques, il y en a qui ont été mal fermées ou qui ont été ouvertes, et en fait, les cadavres se sont momifiés. Ce qui rappelle que ça fait des décennies que le vaisseau erre sans rien dans l'espace, et par conséquent, tout ce qui était dedans, en toute logique, est mort. Ça peut être un peu rassurant. Il est également possible de trouver du matériel, donc à savoir des medikits, des combinaisons spatiales, ça peut donner un espoir de survie. D'autres grappes d'œufs de néomorphes, bien évidemment, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle. Et donc, en gros, en explorant ne serait-ce que le pont A, en fait, on se met déjà dans une ambiance... il s'est passé quelque chose. L'ascenseur qui est éclaté au rez-de-chaussée, qui a été cramé. Le fait qu'il y ait des gens qui soient morts, mais pas dans les capsules d'hibernation qui auraient eu une malfonction. Cette air qui est très viciée, anormale. Ces grappes d'œufs étranges accrochées au mur, vous aviez jamais vu ça. Bref, on crée une tension, on crée une atmosphère. Ça doit être pesant. Faut éviter l'action sur cet acte-là jusqu'à la conclusion de l'acte, et donc avec, quand les personnes qui étaient en hibernation se réveillent, le fait que le Dr Cooper il a un monstre qui lui sort du corps, et que les autres réagissent en disant tuez cette chose, ils ont l'air de savoir ce que c'est. C'est pas ah, c'est tuez ça. Ils savent ce que c'est. Il faut le tuer, ils le savent. Et ça va commencer à créer des tensions pour l'acte 2. Mais l'acte 2, ce sera la prochaine fois. Moi, c'était les pistes que je trouve dans l'exploration donc de l'acte 1 de ce scénario, le chariot des dieux, proposé par le kit de démarrage d'Alien. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez extrait pour faire votre partie d'Alien. Ce que vous avez utilisé, ce que vous n'avez pas utilisé, ce que vous ne savez pas trop comment utiliser, ou ce que vous avez rajouté parce que vous vous êtes dit « Ah, ce serait bien qu'il y ait ça en plus ». N'hésitez pas à m'indiquer ça dans les commentaires, ça m'intéresse, sincèrement. Les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre, les idées nouvelles sont toujours bonnes à prendre, et je compte le faire jouer encore et encore à des petits gens que je connais pas loin de chez moi, donc il est possible que j'exploite vos idées pour voir ce que ça donne sur mes parties également. Ça serait très intéressant. Donc l'acte 2 est intitulé La longue nuit. Autant dans l'acte 1 il pouvait y avoir des actions longues qui se passaient, autant dans l'acte 2 on va commencer à resserrer la temporalité des événements. On va également commencer à ajouter de la violence. Enfin non, on va pas commencer, on va foutre de la violence, du mensonge. On va augmenter le niveau d'acting du jeu. Et donc je vais vous expliquer tout ça dans un premier temps en vous parlant donc des scènes obligatoires, ensuite des scènes optionnelles, et de ce que l'on peut ajouter en plus en se promenant dans les étages du vaisseau. À la fin de l'acte 1, ça termine par une scène d'une violence absolue lorsqu'un néomorphe explose la gorge du Dr Cooper et que ça commence à être la méga merde dans le vaisseau et que rien ne va. La tension retombe lorsque le néomorphe meurt. Néanmoins, il y a toujours tout un tas de questions de savoir ce qu'il s'est passé. Il va être possible de discuter avec les PNJ présents pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et donc en discutant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des vérités
Les PNJ savent très bien ce qu'il se passe, mais ils ne peuvent contractuellement pas en parler. Toujours est-il que vos PNJ vont quand même pouvoir expliquer qu'il y a eu une contamination à cause de ce qu'ils appellent des spores et que ces choses étaient létales et créaient donc ces créatures, que leur docteur a réussi à générer un antidote, mais que visiblement il ne se l'était pas injecté. Et effectivement, en fouillant le cadavre du docteur, on peut retrouver cette fiole d'antidote. Les PNJ vont suggérer aux victimes, avec une certaine insistance, de se vacciner rapidement contre les spores. Donc ça va être le contenu de l'acte 1. Donc si les victimes décident d'aller jusqu'au Medilab pour s'injecter le vaccin, le Dr Flynn va vouloir les accompagner pour récupérer un des artefacts laissés sur place. Les victimes peuvent essayer de raisonner l'homme pour pas qu'il y aille, mais par contre, en fait, il n'y a aucune raison qu'elle l'interdise à quelqu'un qui est sur son vaisseau d'aller récupérer quelque chose qui lui appartient. On serait dans du non-sens total, voilà. Si jamais, peut-être qu'en parlant, voilà. Si ça tourne à la violence, ça va être bizarre, par contre, je préfère prévenir, ça va être malsain quand même. C'est juste un gars qui dit « Ah bah si vous allez là-bas, je vais venir avec vous parce que j'ai un truc à récupérer et que, bon bah, je préfère pas me déplacer tout seul dans le vaisseau. » Qu'est-ce que tu veux lui dire ? En événement obligatoire, mais qui ne se déclenche pas obligatoirement, c'est l'autodestruction du Montero. Donc, ce qu'il se passe, si vos victimes décident d'abandonner le Cronus, de ne pas faire ce que le protocole de sauvetage de la Weyland Yutani oblige, Mother va déclencher le protocole d'autodestruction du Montero, ce qui prend 10 minutes, et au bout de 10 minutes, le vaisseau pète. Il n'est pas possible d'arrêter l'autodestruction du vaisseau à partir du moment où l'équipage a clairement exprimé le fait de vouloir abandonner le Cronus. Et c'est là où c'est pute, c'est si l'équipage arrive à convaincre les membres du Cronus de venir sur leur vaisseau et de se barrer, ça déclenche quand même le protocole d'autodestruction. Il faut rester à bord du Cronus, pas aller sur le Montero. Si par contre l'équipage fait pas ça, c'est-à-dire fait son boulot, redémarre le Cronus et la compagnie, le Montero a aucune raison de lancer une autodestruction. Et donc on peut imaginer un happy end avec l'équipage d'origine qui repart sur le Montero après avoir remis en marche un vaisseau infecté par des xénomorphes. Voilà. C'est possible. Et puis bien sûr, la description finale indiquerait, alors que vous retournez dans vos capsules d'hibernation pour vous endormir, vous pouvez voir une ombre se déplacer dans la salle. Était-ce si bien que ça ? Je ne sais pas. Si les victimes décident par elles-mêmes de rester à bord du Cronus jusqu'à ce que les problèmes soient réglés, du coup là on est sur un événement obligatoire et qui également ne se déclenche pas. C'est si les victimes se rendent compte que en fait elles n'ont plus le choix que de partir avec le Cronus puisque le Montero a été autodétruit, que cet événement va se déclencher. Ils vont devoir faire des choses vitales. Donc à savoir, dans tous les cas, ces réparations doivent être faites que l'on reste à bord du Cronus ou que l'on décide d'aider le Cronus, puisque c'est ce qu'il faut faire pour que le Cronus marche, mais c'est juste le niveau d'implication des victimes qui va varier, à savoir si elles peuvent le faire en mode tranquille, prudent et tout. Ouais, on les aide, voilà, on va peut-être même les convaincre de nous accompagner, ça fera des trucs à bouffer en plus pour les néomorphes. Ou ça peut être, maintenant qu'on n'a pas le choix, on le fait, hein, pas le choix. De toute façon, super. Donc il faut réparer les communications, il faut réparer le moteur, et il faut réparer le purificateur d'air. Si ça n'a pas encore été fait. Mais à un moment donné, il faut le faire, hein. Va falloir se bouger le cul, les gars. Logiquement, le purificateur d'air est réparé à l'acte 1, mais il est possible que les victimes la flemme. Bien sûr, les réparations vont prendre du temps, et donc pendant qu'il y en a qui s'attellent aux réparations, il est possible qu'il y ait des événements qui se déclenchent pour les autres victimes. Très important. Et donc le dernier événement obligatoire qui va commencer à semer de la panique, alors idéalement c'est de le faire une fois que les filtres d'air ont été faits et qu'il y a eu cette conversation sur le vaccin où tout l'équipage a été vacciné. Puisqu'en fait, petit à petit, des membres de l'équipage d'origine du Cronus vont commencer à avoir une attitude étrange et puis d'un seul coup, certains d'entre eux, d'abord un, peut-être deux, mais pas plus, vont attaquer brutalement et violemment vos victimes. Ce qui va amener à une lutte à mort, ou alors si les victimes arrivent à les assommer, les neutraliser, mais à minima, en fait, les personnes qui sont en train de se transformer vont attaquer dans le but de tuer. En supposant que vos victimes s'en sortent et analysent les corps, elles pourront comprendre que la contamination est bien plus grave que ce que les membres du Cronus pensaient, et que leur vaccin n'a fait qu'atténuer les symptômes, mais les transforme tout de même en autre chose. Et donc ça,
c'est les étapes obligatoires de l'acte 2. Mais il y a tout un tas d'interactions optionnelles qui sont intéressantes. Déjà, il y a l'insistance sur l'air vicié du vaisseau. Donc si les filtres n'ont toujours pas été réparés, le scanner indique qu'il faut les réparer, hein, que c'est la merde, que l'air il est pas bon. Il faut pas respirer ça, les enfants. Il y a toute une possibilité d'action qui se déclenche en fait au moment de l'annonce d'autodestruction du vaisseau, le Montero. Donc si les victimes déclenchent le protocole d'autodestruction, ils vont pouvoir tenter de détacher le Montero, soit en programmant l'autopilotage pour détacher le vaisseau, soit parce qu'il y a une des victimes qui va se suicider pour sauver ses camarades. Donc il faut réussir de la machinerie lourde et pilotage pour s'éloigner du Cronus. Et il y a également la possibilité d'essayer de transporter un peu de cargaison de votre vaisseau jusqu'au Cronus avant que ça pète. Vous avez 10 minutes avant que ça se détruise. Prends la bagnole, amène le carbu, vite. Alors, ça peut paraître aberrant à un MJ débutant, ce genre de comportement. Je peux vous assurer que passer 3 parties, vous faites « Ah ouais, en fait, les joueurs sont comme ça, ok, y a pas de souci. » Non, mais si on fait pas ça, on n'a pas d'argent. Ouais, bon, on va le faire, du coup, pas de soucis. On va s'allumer les pognons. Il y a des monstres. Ah, le pognon. C'est plus important que tout le reste. Voilà, c'est une possibilité. Il y a la rencontre avec l'androïde qui est possible. La rencontre avec l'androïde, elle n'est pas obligatoire, mais elle est possible et elle est très intéressante, puisque Ava, déjà, c'est une androïde, donc il faudra la réparer parce qu'elle a été endommagée à plusieurs reprises, mais elle pourra expliquer ce qu'il se passe, elle pourra expliquer comment gérer notamment pas mal de choses. Si les victimes, en fait, n'ont pas réussi leur jet d'analyse, tout ça, là, en fait, elle pourra leur expliquer, par exemple, comment détruire les poches d'œufs, elle pourra leur expliquer les infections, tout ça, elle pourra, en fait, elle pourra donner plein d'informations. Donc ça peut être un personnage qui va être intéressant à mettre dans un groupe qui s'oriente vraiment sur l'enquête et qui veut avoir des réponses. Il faut adapter votre histoire en fonction de votre table. Vous avez des tables de gens qui vont être très curieux, qui vont vouloir savoir tout ce qui se passe, qui vont avoir en fait tout un tas de questions qu'ils vont vouloir poser. Et par conséquent, ça peut être très intéressant de proposer un PNJ qui va leur apporter des réponses aux tests qui n'ont pas réussi. Ça peut également être une source de patates supplémentaires, puisque c'est un androïde, que c'est plutôt costaud. De plus, Ava est un atout non négligeable. En fait, comme c'est un androïde, les néomorphes ne s'approchent pas d'elle. Du moins, ils l'évitent si possible. D'ailleurs, si vous avez dans votre groupe de départ un personnage qui est un androïde, et si jamais il y a des rencontres avec des néomorphes, il vaut mieux que les néomorphes ignorent cet androïde et se concentrent sur les autres victimes. Ça pourrait créer un peu de... Mais pourquoi t'as rien fait, toi? Genre, il est devant en train d'éclairer, le néomorphe fonce, l'ignore et va attaquer ceux qui sont derrière. Et les autres, ceux qui survivent vont faire « Mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Pourquoi il t'a ignoré comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça peut être quelque chose d'intéressant. Autre événement possible, si vos victimes se sont injectées le vaccin, qu'elles commencent à manifester des premiers signes de changement. Elles se transforment petit à petit en abomination. Pas forcément toutes. Par exemple, l'androïde... ça va. Il y a des PNJ, il est conseillé de ne pas les infecter, mais il y a également l'androïde, j'insiste, qui ne peut pas, lui, être infecté, tout simplement. Si jamais il a été décidé par vaccination que vous alliez avoir un infecté dans le groupe, vous avez une carte à lui donner, qui est intitulée « Infecté », et ça va être au PJ qui a cette carte d'attaquer ses camarades au moment opportun. S'il survit à son attaque initiale, il va se transformer en infecté de manière définitive et va être pris sous votre contrôle. Et enfin, donc, il peut y avoir les révélations faites par Ava sur l'acte 2 qui sont assez intéressantes. Donc Ava, au-delà du fait qu'elle soit réparée, elle sait des choses. Elle sait notamment que le vaccin n'est pas un vaccin. Elle peut expliquer que le risque était connu par la personne qui a fait le vaccin et que l'artefact que souhaite récupérer le docteur Flynn n'est pas du tout un artefact précieux, mais une arme. Ça peut permettre d'ajouter des éléments de tension interne, c'est intéressant. Ça, c'est ce qui va être proposé par l'acte 2 en tant que tel. Donc on a une histoire, un déroulement de montée... En fait, on va monter en tension avec des mensonges, des personnages qui ont des attitudes suspectes, les gens qui commencent à se transformer et qui agressent l'équipage, l'autodestruction qui est déclenchée si les gens essaient de se barrer, le fait qu'il faille réparer urgemment le Cronus, qui va être intéressant, le nombre de révélations qui va pouvoir être obtenu si jamais Ava est réparée ou que les joueurs réussissent leur test d'analyse. Et puis il y a également l'exploration du vaisseau. L'exploration du vaisseau qui va permettre de trouver des choses. Alors moi, c'était dans les laboratoires que j'avais quelque chose. Donc il y a des choses intéressantes un peu partout. Faudra bien lire. Il y a des petits trucs à récupérer, des médicaments, voir comment les contrôles fonctionnent, essayer de réparer le tableau de commandement. Il y a tout un tas de trucs à faire. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes en termes de description, notamment dans les Medilabs et les labos de sciences, où là, vous allez avoir des éléments d'ambiance à ajouter à votre narration. Voilà, dans le Medilab, vous avez des
des bocaux qui contiennent justement des bloodbusters morts. Vous allez avoir donc ce liquide, cette arme qui est présente. Vous allez avoir... Ah oui, dans le Medilab, vous avez, c'est un peu le muséum des horreurs, où en gros, vous voyez, les victimes vont découvrir qu'il y avait tout un tas d'expérimentations qui étaient faites, que ce soit sur les œufs, que ce soit sur les Bloodbusters, que ce soit sur une abomination qui n'est pas morte. Et donc, en fouillant en plus les labos, ils vont trouver tout un tas d'autres trucs, des ossements suspects, des cartes qui vont leur permettre d'ouvrir d'autres passages. Bref, là, on va être dans une ambiance de fouille, on va trouver des indices, on fouille. Donc là, ça va vraiment être en fonction de votre groupe, vous allez pouvoir exploiter tous ces éléments pour créer de l'attention. Par exemple, ceux qui veulent enquêter, en fait, ils vont foutre leur nez là où il faut pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est quand ils commencent à fouiller que la présence du néomorphe peut être intéressant. Par exemple, que celui qui est le détecteur de mouvement essaye de contacter ses camarades pour leur dire je sais pas moi, John, il y a un truc qui se rapproche de toi, John. Et John qui est tout seul, il se fait attaquer. Ça peut être intéressant, parce que vous voyez l'idée, quoi. En gros, pendant l'exploration, c'est là que, pour moi, il faut mettre, si vous vouliez le mettre, le chasseur et la proie. Donc, à savoir, le néomorphe adulte. C'est également là qu'il faut faire des petites attaques surprises, des choses comme ça. C'est là en fait où vous allez tuer les joueurs. En fait, ils vont commencer à s'entretuer avec les zombifications, les trucs comme ça, les abominations, les néomorphes, les trucs comme ça. En gros, c'est sur cet acte-là qu'il va y avoir le déchaînement de violence qui doit être amené pendant l'exploration. C'est-à-dire que le groupe se disperse pour faire des trucs et pendant qu'ils font des trucs, tout part en couille. Et il faut que ce soit un festival, ça doit pas être continu. Il y a un pic de tension, ça redescend, un nouveau pic, ça redescend. Et ça, c'est jamais une apothéose. C'est toujours horrible, brutal, terminé. On continue. Il faut égrener petit à petit les membres d'équipage. Mettons que vos joueurs soient ultra chanceux. Mais genre, ils réussissent tous leurs tests de discrétion, ils repèrent les trucs, ils arrivent à les abattre et tout, il n'y a pas de souci. Ils réussissent tout, ok. Quand ils ont fini les réparations, ils retournent au labo, là où il y a l'équipage du Cronus, tout le monde est mort. Ça peut rajouter un truc. Avec par exemple Ava qui est au milieu d'eux, en train d'essayer de les soigner alors qu'ils sont morts. Sur ça, après vous faites un délire. Mais en gros, il y a une possibilité d'exploiter à fond toute cette phase d'exploration pour créer de la violence. L'exploration de la partie des labos médicaux, elle est vraiment riche pour créer de la grosse tension. Et une fois que le cerveau il commence à travailler, en continuant de fouiller, ils peuvent tomber sur des trucs aussi. C'est vraiment là, je suis vraiment navré. Je peux pas vous dire mettez ça là. Ce que je peux vous dire, c'est il va falloir que vous arriviez à ressentir à quel moment la tension elle est top pour déclencher un événement sur quelqu'un d'isolé par exemple. Après, vous pouvez avoir un groupe qui va partir dans une optique de professionnel. On est des mercenaires de l'espace, on a pris nos flingues, on est prêts, on se quitte jamais. On est toujours par trois, on se sépare jamais. Quand il y en a un qui répare, il y en a deux qui surveillent. Il peut y avoir ce côté protocolaire. Mais n'oubliez pas que même s'ils font ça, il y a le risque qu'ils soient infectés. Et s'ils sont infectés, ils peuvent être infectés de deux manières. La première, ils n'ont pas été prudents, ils ont été infectés par les spores, et par conséquent, ils vont avoir une saloperie qui va leur sortir du bide et agresser les autres. Donc ça en fait un de moins, et potentiellement deux si le monstre est efficace. Deuxièmement, mettons qu'ils aient été prudents, qu'ils se soient vaccinés, et ben il y en a un qui commence à manifester des signes et qui va agresser ses petits camarades. Et pas de bol, c'est lui qui a le gros flingue. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des morts, et il faut que ces morts surviennent de manière le plus incontrôlable possible. En fait, qui fasse perdre la notion de contrôle à vos victimes. Le peu de choses qui font qu'elles vont se raccrocher en disant « là, ça va, je m'en sors », on leur retire. L'histoire doit être désespérée et désespérante. C'est horrible. Alien, dans Alien, il y a zéro chance de s'en sortir. On appelle à l'aide, il n'y a rien qui vient. Tout ça, c'est vraiment, on est dans le zéro chance. Pour moi, l'acte d'exposition et l'acte 2, ça doit faire au moins 80% de votre histoire. 80% de votre temps de jeu, ça doit être basé sur ces deux-là. À savoir, on arrive, c'est bizarre, ça devient la merde, c'est la merde, dénouement. Voilà, et le dénouement, on verra ça la prochaine fois. Il y a des conseils pour jouer les abominations qui peuvent être intéressants à jouer, et bien sûr, là, il va falloir connaître les stats des monstres pour l'acte 2, il faut savoir comment ça fonctionne. Il n'y a pas de choix. Déjà, pour l'acte 1, ça peut être conseillé de savoir comment avoiner. Par contre, là, c'est un conseil qu'on donne pas souvent en tant qu'MJ, mais sur ce genre de scénario, vu que c'est un one-shot qui a pour but d'être sanglant, il faut vraiment pas hésiter à massacrer vos victimes. Pour le coup, elles vont vraiment porter ce nom-là de manière justifiée. Elles sont là pour se faire détruire la tronche. Votre objectif, c'est pas que votre objectif c'est de les tuer, c'est que quand elles sont en situation de mort, si elles ratent, elles meurent. C'est pas « ah, tu t'en sors, mais t'as mal à la jambe », c'est « t'es morte ». Ton personnage se fait décapiter. Terminé, fin. T'inquiète pas, je t'en file un deuxième dans 5 minutes, mais là pour l'instant ton personnage il est mort, tu vas pouvoir observer tes camarades pendant un temps, le temps que je te donne un nouveau perso à jouer. Vous pouvez me noter en commentaire ça.
Si vous avez déjà maîtrisé ce scénario et que vous n'avez tué personne, vous pouvez m'indiquer « Je suis un mauvais MJ, je n'ai pas tué mes joueurs ». Si au contraire vous avez massacré votre équipe, mais pas tout le monde, vous pouvez indiquer « Je suis un bon MJ, j'ai réussi à les tuer, mais pas tous ». Et autrement, vous pouvez me dire « Bon bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai tué tout le monde, désolé, mais bon, c'était marrant, on a bien rigolé ». Voilà, il n'y a pas de souci, je suis preneur de ce genre de choses également. Mais pour moi, il n'est pas possible de finir cette histoire sans avoir tué la moitié de son groupe à minima. On est dans Alien, il y a des morts toutes les 2 minutes à partir du moment où l'action commence, et là il faut qu'il y ait plein de morts, vous avez plein d'outils pour tuer. Là c'est vraiment, il faut les... En fait c'est injuste, mais je peux pas vous dire où les mettre. Il faut bien lire la description des pièces, vous allez pouvoir mettre de l'ambiance, il faut tuer au fur et à mesure. À chaque fois que vous sentez là, oh il y a un petit relâchement, tiens, t'es mort. C'est vraiment le côté un par un. C'est vraiment s'ils font des groupes de 1, c'est béni. S'ils font pas des groupes de 1 et qu'ils font des groupes de 2, bah il y en a un des deux qui est infecté d'une manière ou de l'autre et qui bute son pote. Faut vraiment... Et il va revenir tout seul, un peu bizarre. Il faut par contre... Là, ça va être très important pour moi au niveau de la maîtrise. Il faut que vous ayez une salle d'aparté. Un endroit où vous pouvez prendre jusqu'à 2 personnes à part pour pouvoir faire une scène à part. Notamment, par exemple, ils font 2 groupes de 2. Vous séparez les 2 groupes pour qu'ils ne puissent pas parler entre eux. Et vous faites des allers-retours entre vos 2 groupes de 2 joueurs. Ou à un moment donné, il y aura peut-être un des deux qui va tuer l'autre, ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, après, une fois que l'histoire est finie, tout le monde retourne autour de la même table. On discute, mais par contre, vous gardez en tête que... faut que vos victimes aient en tête que ce qui s'est passé, dont ils n'ont pas parlé, personne ne le sait. Il faut jouer avec des gens qui auront la maturité de ne pas venir chialer sur la table en disant « Ah vas-y, il a tué mon perso, l'enfoiré !» Faut pas de ça. Faut vous dire à vos victimes « Écoute, il t'a tué. Désolé. Je vais te filer un autre personnage tout à l'heure. Mais là, quand on rentre, tu dis rien. » Il faut être sûr, avec les gens avec qui vous jouez, il faut être sûr que quand vous leur dites ça, ils diront rien, ils feront rien. Ils casseront pas, en fait, l'immersion de la table. On est dans un jeu d'ambiance, et donc il faut pas que les gens... En gros, quand ils reviennent, et qu'il n'y en a qu'un seul qui revient un peu blessé, un peu pâle, en disant oh, « Il s'est passé quelque chose d'horrible, il y a un truc qui a attrapé John, John est mort !» Il faut que les autres, ils croient à ce mensonge-là. Voilà, il faut pas que l'autre arrive en disant « Putain, l'enfoiré, il m'a tué, vas-y, j'ai plus envie de jouer. » Bah non, là, du coup, t'as tout gâché, en fait. Voilà. Donc, faut jouer avec des gens qui ont une certaine maturité, quand même. Voilà, et qui vont pas avoir de rancune et flinguer l'histoire parce que le héros auquel il s'était attaché, alors vous leur aviez dit en amont qu'il fallait pas s'attacher au personnage, est mort, tout simplement. Mais normalement, quand vous jouez avec des adultes, il n'y a pas de souci. Si vous parlez en toute intelligence avant la partie, faut vraiment par contre, avant la partie, dire écoutez, on est dans Alien, mes créatures vont vous massacrer. Vous inquiétez pas, si votre personnage meurt, j'ai des plans, j'ai des solutions, vous continuez à jouer, il n'y a pas de souci, voilà. Mais j'insiste sur ce point, vous allez probablement tous mourir. Donc n'en tenez pas à rigueur aux autres s'ils s'en sortent, vous allez probablement tous mourir. Et du coup, si vous dites ça en amont, les gens, ils savent en fait qu'en cours de partie, c'est prévu qu'ils puissent continuer à jouer. Donc du coup, ils vont être moins déjà chagreinés. Ça retirera pas d'attachement au personnage. Hein. C'est juste, justement, vu qu'on joue dans un jeu d'horreur, j'ai pas envie de mourir comme un con parce que je me suis éloigné d'eux, parce que j'ai été regardé derrière le rideau, tout ça. On va commencer à réfléchir en se disant non mais attends, mais j'ai pas envie d'aller là-bas moi. Ouais mais le capitaine est dans l'ordre. Ouais, il fait chier le capitaine. Fais-moi un jet de manipulation ou de commandement là. Toi tu me fais chier, j'ai pas envie d'y aller. Ça peut être aussi un générateur d'interaction entre vos victimes. Quand on commence à se rendre compte que ouais attends mais le prochain c'est moi. Peut-être que du coup je vais pas me laisser faire. C'est mort. Donc voilà, ça peut être un générateur de réflexion qui peut être intéressant. Pour moi, cet acte 2, il doit être l'acte des morts. On me tue la moitié du groupe par acte 2 à rendu au supérieur. 3 personnes, 2 morts. Ou si on les tue pas, au moins on les paralyse à vie, hein, au minimum, quoi. On leur arrache une jambe, voilà, on fait quelque chose. Faut être cruel, hein. On est dans Alien, il faut y aller dans la violence. Les lieux... Donc dans l'acte 2 qui vont être vraiment intéressants, donc il y a le pont principal, le pont B là, où il y a énormément de réparations à faire. Donc lisez bien ce qui peut être fait en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, notamment sur la passerelle de commandement. À savoir, si le Cronus est leur seul moyen de partir, il faut qu'ils réparent le pont de commandement, sinon ils peuvent rien faire. Il y a tout un tas d'objets qui peuvent être récupérés, il y a des petits trucs, il y a des petites cachettes, il y a ce genre de choses. Mais ce qui va vraiment être important, c'est aussi de garder l'ambiance. On peut reprendre le mec décapité de l'acte 1, on peut le mettre dans l'acte 2, il n'y a pas de souci. On peut même réinterpréter ça. Voilà, là moi je vais vous donner ce que moi j'ajouterais, par exemple potentiellement. Ça peut être de retrouver 2 membres d'équipage qui visiblement étaient côte à côte, un verre de champagne à la main, et qui se sont tous les deux fait sauter le caisson. Et qui ont par exemple le ventre éclaté. Parce que, bah voilà, ils se sont suicidés, mais ça a un peu marre. Alors, on est dans Alien. Faut que vous gardiez une ambiance
tendue en permanence, de stressante, sombre, où l'incertitude est là, et avec, dans l'acte 2, des explosions de violence monumentales. Faut être impitoyable, et c'est dommage, mais si tout le monde meurt, au moins, on est dans un bon film d'horreur. Le mieux, c'est d'essayer d'aller vers le finish. On est dans un jeu d'horreur, donc il est envisageable que personne ne s'en sorte à l'acte 2 et qu'il n'y ait donc pas d'acte 3. On arrive sur l'acte final du kit d'initiation d'Alien, le jeu de rôle. Le petit scénario Le chariot des dieux, qui touche à sa fin. L'acte 3 de ce scénario de base présente une originalité que j'apprécie grandement. Un concept de fin multiple plutôt riche et qui va permettre donc toujours cette notion. Si vous êtes débutant, vous pouvez préparer à l'avance vers quelle fin vous allez aller. Alors vous pouvez préparer deux, trois fins, c'est pas un problème. Mais tout est prêt, vous pouvez déjà d'avance avoir tout prévu et grâce au bouquin, ne pas être perdu au moment d'arriver au dénouement. Si vous êtes un peu plus à l'aise avec l'improvisation, vous pouvez même préparer des cartes de fin et puis vous les sortir au début de l'acte 2 pour voir vers quoi vous allez les amener. Enfin, vous êtes libre, hein, mais moi ce que je vous conseille, c'est de regarder les différentes fins qui sont proposées par l'acte 3 et de vous diriger vers ce qui vous intéresse le plus, que ce soit de manière 100% préparée ou que ce soit de manière improvisée, mais avec préparation en amont. L'acte 3 va proposer 8 événements non obligatoires. 8 événements dans lesquels vous allez pouvoir puiser pour créer votre histoire et la terminer. Selon le format que vous avez choisi, certains événements sont bien plus pertinents que d'autres. Bien évidemment, si vous essayez de faire quelque chose de court, prenez le truc cabrège. Si vous essayez de faire quelque chose de long, prenez le truc qui va étendre un peu. Ou alors, si vous sentez qu'il y a encore un peu de ressources dans l'équipage, vous n'avez pas encore assez tué de gens, hein. Vous vouliez en tuer 2, vous en avez eu qu'un, vous êtes un peu vexé, vous rajoutez un petit peu de trucs histoire de... Allez, on continue un peu. Voilà, c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez considéré que l'acte 2, les PJ ont fait tout leur taf. Ils ont été confrontés à la merde, mais ils ont réparé le vaisseau, tout est prêt, ils peuvent repartir, et par conséquent, on rentre à la maison. Vos victimes vont pouvoir faire un dernier test pour programmer le vaisseau, et puis c'est parti. On rentre sur Terre, terminé. Alors bien sûr, pas conclusion positive, hein. C'est-à-dire que le vaisseau entre l'ordre spécial 966 et que l'ordre spécial 966, ça renvoie le vaisseau sur Terre, c'est ce que je viens de dire, ça ne le renvoie pas dans une usine, ça le renvoie sur Terre. Donc en gros, ils reviennent avec un vaisseau contaminé potentiellement. Ensuite, il va y avoir toute une notion de mutinerie, de trahison, ou au contraire de corporatiste jusqu'au bout, avec ce truc d'essayer de récupérer des échantillons pour un bord ou pour l'autre, afin de les revendre. Il peut également y avoir une transformation progressive de tous les PJ qui vont être contaminés donc d'un côté ou de l'autre, et ce qui fait qu'à la fin en fait vous allez créer un espèce de dernier héros, un dernier survivant qui va devoir trouver une solution pour survivre. C'est une possibilité, donc on est dans le scénario un peu à la Ripley avec le héros final. Personnellement je conseillerais pas ça parce que ça donne un sentiment de favoritisme autour de la table. Moi je préfère quand tout le monde a autant de chances de mourir ou de survivre. Pas qu'il y ait un petit chouchou favori qui va avoir l'armure en scénario, ça j'aime pas. Mais c'est offert par le jeu, si vous aimez bien ce genre de choses, allez-y, hein, c'est proposé, vous pouvez le faire. Moi j'aime pas, à titre personnel, le chouchou sur la table. Vous avez le droit d'aimer. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc la possibilité de faire qu'il y ait une mutinerie qui ait lieu donc entre les survivants du Cronus, entre ceux qui veulent récupérer des échantillons, ceux qui veulent les revendre, ceux qui veulent trahir la compagnie, ça peut être un bordel, ça peut être un méga bordel auquel les victimes vont être invitées à prendre part d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez également, donc si vous aviez mis en place l'arrivée du 3e vaisseau, le faire apparaître à l'acte 3, c'est-à-dire alors que tout semble enfin terminé, blam! Abordage et c'est la merde. Ça rallonge pas mal l'histoire, mais ça peut être intéressant si vous avez en fait trop de morts chez les PNJ et chez les PJ pour que tout le monde puisse continuer à jouer, de rajouter quelques personnages qui débarquent et qui vont elles-mêmes se retrouver dans la merde avec de nouveaux personnages à interpréter pour vos victimes. Voire, alors là ça peut être intéressant. Vous terminez parce que tout le monde est mort, et l'équipage du Sautillo arrive, et donc ça va être le nouvel équipage joué par vos joueurs, mais sur une partie suivante, qui va finir l'histoire parce que vous avez envie de la finir, cette petite histoire, mais qu'ils n'ont pas été foutus d'arriver jusqu'à la fin. C'est une possibilité que vous pouvez prendre en mode, vu que vous êtes tous morts, la suite au prochain épisode, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose. Donc voilà, donc si l'équipage du Sautillo arrive, vous avez encore une fois la possibilité là de trahir votre corpo en partant avec leur vaisseau et en travaillant avec eux. N'oubliez pas qu'il y a les objectifs personnels qui peuvent interférer avec l'histoire, notamment l'androïde, s'il est encore vivant, Lucas, lui, il va tout faire pour que la souche ne soit pas transmise, et par conséquent, il va foutre le bordel.
notamment potentiellement déclencher la destruction du Cronus. Vous pouvez également partir sur une scène un peu épique. Par exemple, l'androïde a déclenché l'autodestruction du Cronus. Les victimes, face à l'horreur, décident de détruire le vaisseau d'une manière ou d'une autre en déclenchant son autodestruction. Ils vont charger un pod de survie. En gros, déclencher un compte à rebours qui va les faire partir dans une scène épique où la dernière chose qu'on voit, c'est leur capsule qui dérive dans l'espace pendant qu'eux ils sont serrés en espérant que quelqu'un réponde à leur signal de détresse. C'est une possibilité. Vous allez avoir des fins qui peuvent être très rapides, narratives. Vous pouvez avoir une fin dans l'épicness avec tout qui pète. Vous pouvez avoir une fin psychologique avec des notions de trahison, de protection de l'humanité, des choses comme ça. Une fin très corporatiste avec « Ah ouais, mais l'offre faite par l'autre corporation elle est plus intéressante. Désolé les gars, moi je vais bosser avec lui. Restez à bord du Cronus, je pars. » Vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez la fin horrible où tout le monde meurt. Vous avez tout un tas de possibilités qui sont proposées, qui sont intéressantes. Mais par contre, en termes de nouveautés dans le vaisseau, il n'y a plus rien. Cet acte-là, cet acte final, en fait, ce qui va rajouter, c'est potentiellement des interactions avec les PNJ. C'est également par rapport aux objectifs personnels. Et ensuite, ça va être de comment ça se termine. Par exemple, est-ce qu'ils redémarrent le Cronus et partent parce que tout est désinfecté et c'est bon, donnent l'ordre de départ? Est-ce qu'ils vont voler le Sotillo ou convaincre l'équipage du Sotillo de partir avec eux? Est-ce qu'ils vont utiliser une capsule de survie et puis espérer s'en sortir en dérivant dans l'espace? Est-ce qu'ils vont réparer le Cronus, montrer à leur IA que voilà Mother, tout est bon, le Cronus est prêt à partir, est-ce qu'on peut retourner à bord du coup, puisqu'on a tout fait, là c'est bon, la mission elle est finie. Puis ils retournent à bord du Montero. Tranquille, sauf que bien sûr, peu importe la fin que vous choisissez, sachez que ce n'est pas vraiment fini, c'est du Alien. Par conséquent, il faut une scène finale. Dans une scène finale, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, s'ils sont éjectés dans une capsule de survie, qu'à côté d'eux, il y a un néomorphe qui dérive, mais qui est pas mort, il dérive dans l'espace en mode pas mort. S'ils partent à bord du Sotillo ou à bord du Montero, après avoir convaincu, que la scène de fin, ce soit les détecteurs qui captent des mouvements dans la soute, par exemple. En gros, il faut rajouter la dernière scène, le dernier tin qui va ponctuer l'histoire, mais par contre cet acte 3, il va être assez court. Pour moi, sauf si vous faites intervenir le Sotillo. Si vous rajoutez le Sotillo, ça rajoute 1 heure de jeu à peu près, je pense. Donc une fois que tout est terminé, on va faire le total des points de récit. Alors ça sert à rien, hein, c'est juste pour montrer aux victimes à quel point elles se sont investies dans leur personnage, ça peut être intéressant. Pour ma part, à la fin par contre de ce scénario d'introduction à l'univers d'Alien, ce que je vous conseillerais de faire avec vos victimes, c'est un débrief. À savoir, leur demander franchement, est-ce que j'ai été trop loin dans l'horreur? Pas assez? Est-ce que j'ai bien dosé? Est-ce que la tension était bonne? Quels sont les points que vous pensez que je devrais améliorer? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez dû gérer ça? Est-ce que les musiques que j'ai choisies, elles étaient bonnes? Est-ce que j'ai su gérer la tension? Ou est-ce qu'au contraire, c'était trop clownesque? En gros, si vous débutez dans l'horreur ou que vous débutez dans le jeu de rôle tout court avec ce bouquin-là, moi ce que je vous conseille vraiment à la fin de votre première partie, c'est de demander à vos victimes ce qu'elles en ont pensé au-delà de « Ah, c'était cool !» Non, vraiment. Moi j'aimerais je pense que je vais continuer à faire des trucs d'horreur. Est-ce que là j'étais bon dans le domaine ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que je peux améliorer? Si vous me dites que c'était bien, je vais toujours proposer des trucs dans ce genre-là, mais si ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai pas maîtrisé, j'aimerais le savoir. C'est pas non plus, si tout le monde vous dit « Ah ouais, non, c'était cool, moi j'ai aimé quand t'as fait cette scène-là, au contraire, ça m'a vachement mis dedans, et tout, tant mieux, c'est que vous avez réussi votre taf. » Puis s'il y a quelqu'un qui vous dit par contre, alors c'était sympa, hein, mais les musiques que t'as choisies, elles étaient éclatées au sol en fait. Ça peut être un moment de déclencher une conversation. Par exemple, ouais, moi j'avais pas envie d'utiliser les musiques du film Alien parce que voilà, je voulais utiliser autre chose. Mais bon, peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Vous penseriez à quoi? Est-ce que vous avez des idées? Voilà, pour que pour la prochaine fois, je puisse vous proposer quelque chose d'encore mieux. Essayez d'être dans cette optique-là, si c'est votre première partie d'horreur ou votre première partie de jeu de rôle tout court, d'essayer de voir quels ont été vos points forts, parce que même si votre maîtrise a été catastrophique, vous inquiétez pas, vous avez probablement fait quelque chose de bien, puisque les gens sont restés jusqu'au bout, donc c'est qu'il y a quelque chose qui allait. Donc demandez-leur qu'est-ce qui allait. Ça se trouve, vous leur avez super bien vendu le jeu, et puis derrière c'était à chier, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est que vous êtes capable de proposer quelque chose qui plaît. Donc maintenant, après, il faut faire quelque chose qui plaît derrière. Mais bon, voilà. Si ça se trouve, tout le monde va vous dire, franchement, à part ces petits détails-là, tout était cool, le monde a bien aimé, hein, continue comme ça. Auquel cas, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Mais vraiment, à la fin d'une maîtrise de ce genre de jeu, qui est très particulier, les jeux de rôle en huis clos d'horreur, c'est très à part. L'objectif premier de jeu, qui n'est pas du tout l'objectif d'un jeu de rôle habituel, là l'objectif de ce genre de partie, ça va être de tuer vos victimes.
victime. Quand on fait de l'aventure, de la campagne, on veut pas qu'il meure. Mais dans un one-shot d'horreur, on veut qu'il meure. Mais on veut pas qu'il meure de manière gratuite. On veut qu'il meure de manière scénarisée et de manière à ce que ça ne gêne personne. Là, l'option de si t'es mort, tu peux reprendre un autre personnage, ne t'inquiète pas, est très bien. Et il faut l'exploiter à fond. Il faut pas faire du gore gratuit, mais il faut pas hésiter un instant à tuer ses victimes. Peut-être que oui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si même là-dessus, vous avez du mal à tuer vos victimes. Il y a des meneurs et des meneuses qui ont du mal à tuer leurs victimes. C'est pas facile tout le temps de dire à un pote, bah écoute, là ton personnage, il vient de se faire couper la tête, t'es mort, hein. Désolé. Ça ne plaît pas toujours à des meneurs, des meneuses. Donc est-ce que sur ça, là, qui est quand même de l'horreur pure, vous étiez à l'aise pour le faire, ou est-ce que au contraire vous avez des réticences? Ça m'intéresse. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire pourquoi. Si jamais vous avez des réticences, qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Ça peut être intéressant aussi de le voir parce que par la suite, je ferai des vidéos conseils. Donc moi, si je vois qu'il y a des points qui sont bloquants pour vous, savoir ce que c'est peut me donner une idée de vidéo pour essayer de vous aider à améliorer votre confort de jeu. Voilà, on va parler de confort de jeu, parce que c'est pas forcément une capacité de maîtrise, ça peut être juste en fait vous n'êtes pas à l'aise avec un type de scène et vous savez pas trop comment le faire, donc voilà. Si là vous avez des blocages liés au type de jeu, je serais curieux de savoir. Si au contraire vous êtes extrêmement à l'aise et que vous pensez que moi-même je n'ai pas suggéré des éléments importants dans le bouquin, faites-le moi savoir aussi. J'ai pu passer à côté de certaines choses. Pour ma part, c'est vrai que je me suis pas attardé, contrairement au kit d'initiation Donjons & Dragons, là je me suis pas attardé sur du pièce par pièce parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Je préfère vraiment insister sur ce que vous pouvez construire à partir de ce qui est proposé dans les actes. Peut-être que ce n'était pas la bonne démarche à suivre. Si vous estimez que j'ai mal fait, dites-le moi, j'en tiendrai compte pour le prochain kit d'initiation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que ça reste dans la bonne humeur et que c'est fait avec courtoisie, j'accepte la critique sans aucun souci. Donc c'était tout sur le kit de démarrage Alien, le jeu de rôle. C'était tout pour aujourd'hui. Je vais commencer donc des séries de vidéos sur comment attaquer la maîtrise, comment s'améliorer en maîtrise, comment découvrir le jeu de rôle en tant que victime et comment s'améliorer en tant que victime dans une partie de jeu de rôle. Ce sera pour très bientôt, j'espère que ça vous plaira. C'était Aznahar et je vous dis à très vite. Tchuss!